Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de l'après-midi sur les inspirations sur la thématique du tourisme et du maïs. Donc, je suis très content d'accueillir cet après-midi trois professionnels du tourisme. Donc, avec Vincent Dubois, qui est responsable marketing de Destination Nancy, Lionel Flasseur, qui est directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, et Christelle Taillarda, qui dirige le comité départemental du tourisme Aube en Champagne. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a pas mal parlé déjà de tourisme et de maïs, notamment ce matin, avec des élus en charge de ces sujets. On a pas mal parlé de tourisme durable et là, on va vraiment se positionner sur la question de cette transition en période de Covid-19. Comment est-ce que les territoires rentrent sur des sujets? Alors, un petit chiffre pour introduire, on parle d'une chute de 25% du PIB du tourisme sur cette année 2020. Donc, il y a un impact économique fort et des préoccupations peut-être nouvelles. Donc, on va essayer de donner quelques inspirations, quelques idées, quelques outils intéressants avec l'ensemble des participants. Premier sujet, finalement, c'est celui de la santé. On est dans une période de transition liée au Covid-19. Les clients ont besoin de réassurance dans le milieu du tourisme, de loisirs notamment. On a peur des transports, on a peut-être un peu plus peur des foules, même si ça dépend des lieux, parce qu'il y a des lieux où les foules se rassemblent tout de même. Est-ce que finalement, ce critère de la réassurance, ça devient un critère décisif aujourd'hui dans le choix d'une destination, notamment dans la période estivale qui démarre? Alors, peut-être, Lionel, sur la partie consommateur-client, est-ce que ce critère de réassurance, de sécurité est vraiment un critère essentiel pour les touristes? Oui, bonjour à toutes et à tous avant tout. Donc, effectivement, Christophe, si on rentre directement dans le vif du sujet, cette partie de réassurance est un enjeu majeur. Il suffit de regarder les enquêtes qui sont faites et c'est le premier critère aujourd'hui qui ressort. C'est la capacité des destinations touristiques à rassurer sur ce point sans trop en faire. Voilà, donc on est un peu sur le fil rouge à chaque fois qu'on parle de ce type de sujet. C'est-à-dire qu'il faut rassurer tout en ne tombant pas dans un espèce de peur et d'entretenir une peur liée effectivement à la crise sanitaire que nous connaissons. Oui, il faut donner envie de venir tout en rassurant sur les clientèles. Christelle, vous, au niveau de justement l'Aube, comment est-ce que vous avez abordé cette question de la réassurance? Alors, bonjour à tous, Christelle Taillarda, oui, je dirige à la fois le comité départemental du tourisme, qui est aussi un bureau des congrès et un incubateur. En effet, nous avons fait une enquête avec OpinionWay pendant le confinement, disons à la fin du confinement, et c'est tout à fait juste. Ce qui préoccupe les gens, c'est non seulement la rassurance sanitaire, mais aussi la rassurance de la qualité des informations. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les sites n'ont pas forcément été mis à jour et ils n'ont pas forcément la confiance dans la donnée qu'ils voient. Donc, effectivement, il va falloir, dans cette période qui arrive, apporter des crédits sanitaires, des crédits de rassurance économique, conditions d'annulation, et des crédits de mise à jour de données. Donc, nous avons travaillé avec une start-up qui travaille beaucoup sur la blockchain pour apporter des outils de rassurance. Parce que les labels, c'est compliqué, les labels, c'est un standard pour tout le monde. Or, on sait qu'aujourd'hui, les normes sanitaires sont toutes différentes. Les conditions dans lesquelles les prestataires peuvent appliquer ces normes sont aussi différentes. Donc, plutôt qu'un label, on a décidé d'afficher les gestes qu'eux-mêmes ont proposés. Et on l'affiche sur la blockchain. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du temps, on pourra apporter des preuves, comme un tiers de confiance, de cette mise en place d'assurance. Donc, une des premières preuves qu'on a eu l'idée de faire, c'est un article avec la presse locale où un journaliste va vérifier ses preuves et le prestataire fait l'objet d'un article par jour qui s'appelle « En toute confiance ». Voilà, et je peux vous mettre le lien. Voilà. Christelle va vous donner le lien pour que vous puissiez voir concrètement cette blockchain et comment c'est mis en œuvre sur le territoire de l'Aube. Au niveau de Nancy, sur la page d'accueil Destination Nancy, vous êtes 100% prêt à vous accueillir. Qu'est-ce qui a été fait sur le territoire de Nancy en termes de réassurance? Oui, alors premièrement, Nancy, on est en plein cœur de la région Est, qui, si je dois encore vous le rappeler, a été zone rouge pendant cette crise et on n'en est pas encore sorti. Donc, la réassurance est effectivement d'autant plus importante
par rapport à l'image qui a pu être véhiculée pendant cette crise sanitaire. Donc, la première campagne de communication au niveau de Destination Nancy, qui s'adresse à la fois aux congressistes et aux touristes de loisirs, c'est 100% prêt à vous accueillir. Donc, un message voilà, très clair qui montre que nous avons pris les mesures nécessaires pour pouvoir accueillir nos visiteurs dans de bonnes conditions, malgré les messages qui ont été véhiculés pendant 2-3 mois. Donc, outre cette campagne, il y a dans toutes nos activités, que ce soit aussi bien au niveau du MICE qu'au niveau du loisir. On reprend nos visites guidées et on met bien sûr en avant toutes nos mesures sanitaires, que ce soit le nombre limité de participants, les masques obligatoires, le port du casque visière par les guides, etc. Et dans nos campagnes de relance, on montre vraiment quels peuvent être les atouts de Nancy par rapport aux destinations, sur le fait qu'on peut faire beaucoup de choses à pied. Donc, effectivement, par rapport à cette angoisse que certains peuvent ressentir sur le fait de prendre les transports en commun, c'est vraiment un atout sur lequel on mise, ou alors les aspects modulables de nos structures qui permettent d'avoir des grands espaces et de ne pas être trop proches les uns des autres. Oui, il faut respecter les consignes sanitaires et afficher qu'on le fait. C'est un peu la question des labels, hein. Clean and Safe, il y a de nombreux labels qui ont été mis en place. Alors, vous parliez également de la question du MICE, c'est vrai qu'on en a parlé ce matin. Justement, sur l'accueil d'événements, vous, Christelle, est-ce que c'est devenu aussi un critère très important, enfin, on va dire pour les organisateurs d'événements, et surtout, comment est-ce qu'on arrive à rassurer un organisateur d'événements par rapport au choix d'une destination MICE? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, hein, on ne va pas se mentir, on a perdu beaucoup de nos événements quasiment jusqu'en octobre. On sent qu'il y a une petite confiance qui se reconstitue pour l'automne. Il est clair qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes pour toute la fin de l'année. On va apporter des critères de rassurance sur de la distanciation, c'est-à-dire concrètement une salle de 800 places. On a la chance d'avoir des salles extensibles. On module en fonction du public, et pour 400 personnes, on va mettre en place la salle de 800 places. Donc ça, c'est la première chose, c'est extrêmement simple, sauf que ça coûte en tout cas plus de mise en place d'une plus grande salle. Et heureusement, nous sommes une destination de province, et donc finalement, nous essayons d'en faire un atout, puisque le prix place chez nous, il est inférieur. Donc, en fait, on espère même en faire un atout pour conquérir des congrès plus gros. Et puis, l'autre point, c'est on met en place aujourd'hui avec des prestataires techniques, et c'est pas rien, c'est très compliqué techniquement, ce qu'on appelle des blended events, c'est-à-dire en gros des événements mixtes où finalement on a le format plateau télé avec 200 personnes dans le public, et puis le format spectateurs en visio qui peuvent ou pas intervenir. Donc là aussi, on a plusieurs catégories. Alors s'ils peuvent intervenir, ça nécessite un certain niveau technique, mais c'est pas forcément tout le monde. L'avantage, c'est que s'ils peuvent intervenir, il peut y avoir une contribution financière en contrepartie. Donc l'événement n'est pas entièrement gratuit pour les gens qui sont en visio. Ok. Donc là, c'est sur cette offre un peu blended. On parlait ce matin de Figital, en effet, hein, c'est-à-dire à la fois du physique, du digital pour organiser ce type d'événement. Et vous me disiez, Christelle, l'idée presque que les centres de congrès deviendraient des sortes de plateaux télé. Oui, c'est l'idée, hein. C'est-à-dire que comme un acteur, un congrès n'est pas aussi intéressant quand il est purement en visio que quand il y a un minimum de spectateurs. Et un acteur vous dira qu'il ne jouera pas de la même manière devant une salle vide que devant une salle pleine, ou en tout cas où il y a du public. Donc l'idée, c'est de préserver un minimum de public avec un minimum d'interaction directe et physique, mais aussi d'avoir cette capacité de retransmettre. L'autre point, et il ne faut pas se mentir, c'est qu'on a des intervenants parfois plus intéressants quand on leur propose d'intervenir en visio. Et pour autant, il y a quand même une forme de networking qui se fait dans le public qui est présent. Donc, ça renouvelle effectivement un peu le paysage des congrès et des conventions. Bon, après, effectivement, je pense que l'avenir est dans le mixte. Oui, sur le blended, comme vous l'appelez. Et Lionel, du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, tu me disais qu'il n'y avait pas forcément de label qui avait été mis en place de rassurance au niveau de la région. Ensuite, il y a d'autres destinations qui ont pu le faire. Ça veut dire que vous, la réassurance, elle passe plutôt comment au niveau du tourisme à l'échelle régionale? On a fait le choix de ne pas faire de label pour qu'il n'y ait pas une surabondance de labels, puisque effectivement, à la fois les acteurs,
que ce soit un certain nombre de territoires ont décidé de mettre en place des labels. Alors, je pourrais citer Only-Lyon avec la charte Sérénité, je pourrais citer Avoria, donc à l'échelle d'une station qui a mis un label avec le bureau Veritas, donc encore une autre démarche. Je pourrais citer également les filières comme Accor Hôtel, par exemple, qui a eu une forme de leadership pour toute la filière hôtellerie. Donc, je dirais que ce soit par filière ou que ce soit par territoire, beaucoup de labels sont sortis. Et même au niveau français, il y a effectivement un label ou en tout cas une charte d'engagement qui a été mise en place. Donc, nous, du coup, en termes de région, pour pas qu'il y ait surabondance, je dirais, de labels, on a fait le choix effectivement de ne pas en mettre. Pour autant, si vous regardez les dernières campagnes de communication que nous venons de sortir, bien sûr, on a une mention forte en bas de page pour expliquer que les professionnels du tourisme sont des professionnels et à partir de là, effectivement, mettre tout en œuvre pour accueillir le public dans les meilleures conditions. C'est plutôt basé sur la confiance vis-à-vis des hébergeurs notamment et des opérateurs. Et il y a également Hello Lille qui a fait un partenariat avec l'Institut Pasteur sur les labels un peu intéressants, on va dire avec une institution scientifique sur le territoire. Et justement, sur cette question de confiance, les labels peuvent donner confiance. Il y a d'autres approches, celle de l'Aube avec la presse locale autour des blockchains. Finalement, cette confiance, on en parle de plus en plus, notamment dans le tourisme, en disant finalement, il faut créer une relation de confiance avec les touristes. Alors, je ne parle pas que de santé, mais vis-à-vis de la destination, une relation de confiance vis-à-vis des habitants, vis-à-vis de l'économie locale. Et on en arrive sur un sujet qui s'appelle aujourd'hui le tourisme bienveillant. On a beaucoup parlé de tourisme durable ce matin, surtout sur l'environnement. Mais là, on y rajoute deux dimensions, qui sont notamment la dimension d'impact de ce tourisme sur le bien-être des habitants, également sur l'économie locale. Et donc, je vais pas tout rentrer dans le détail, mais je vais plutôt laisser la parole à Lionel, parce vous avez carrément acheté le nom de domaine qui s'appelle tourismebienveillant.org. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce choix dans le tourisme bienveillant qui, je le précise, avait été fait bien avant la période du Covid-19? Ouais, effectivement, c'est important de le préciser. Alors, on a acheté le nom de domaine, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir l'utiliser, mais on est vraiment dans une démarche très, très ouverte par rapport à ce tourisme bienveillant. Effectivement, c'est une notion qu'on a lancée en octobre 2018 et que l'on a révélée véritablement avec du contenu en octobre 2019. Donc, il n'y a pas un espèce de volonté de faire du social, le greenwashing au vu de la crise sanitaire que nous traversons. On a inscrit ce tourisme bienveillant en termes de vision. Et donc ça, c'est important parce que pour une organisation, la vision, c'est peut-être un des éléments les plus structurants pour orienter ses décisions, ses politiques, ses investissements. Et ce n'est pas une démarche RSE, c'est une vision, c'est la manière dont on voit se développer le tourisme. Bien sûr, beaucoup de territoires le font et on en est ravis. On n'a aucune volonté de prétendre être précurseur dans ce domaine-là. Christophe, tu rappelais la notion de tourisme durable. Ça fait bon nombre d'années que cette notion, elle est traitée. Elle est traitée avec des professionnels, chose que nous ne sommes pas en matière de labellisation, de durabilité des destinations. Mais en tout cas, on souhaite effectivement pouvoir réorienter notre tourisme dans ce sens-là. À l'occasion des plans de relance, justement, on appelait ça plutôt des plans de transition, parce qu'on a l'enjeu de faire redémarrer la machine d'une part, mais également de faire ce pas de côté pour réorienter nos politiques, ou en tout cas pour accélérer la mise en place de notre tourisme bienveillant et du tourisme durable, quelque part, avec effectivement le mot bienveillant témoigne de notre volonté de remettre l'humain au centre du sujet et non pas le label ou la dimension technique, qui est un outil, mais qui pour nous, qui n'est pas une finalité. Et tu commençais à parler de l'habitant. Effectivement, remettre l'humain au cœur de notre stratégie, c'est entre autres l'habitant. On le sait tous, un bon nombre d'initiatives ont été prises en France, même à l'international, sur ce sujet-là. Ça nous a paru particulièrement intéressant. Je vais rappeler une chose. Dans le baromètre qui est mené par Travelsat chaque année au niveau européen et donc au niveau français, qui pose la question sur qu'est-ce qui est une expérience touristique réussie. Le premier critère qui ressort depuis bon nombre d'années, c'est la qualité de la relation que vous avez eue avec l'habitant. Le deuxième étant la sécurité
Et donc, du coup, ce mot sécurité va s'inscrire dans le temps, notamment avec la notion de sécurité sanitaire. Mais ces critères-là sont devant le concept. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ouais, d'accord. Donc, moi, j'ai une erreur, mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, sont devant les concepts de beauté de paysage, de qualité d'hébergement, etc., etc. Et ça, c'est intéressant parce que nous, les premiers, aujourd'hui, quand je vois le temps passé, l'énergie, que ce soit en termes humains ou en termes financiers, passer sur des projets liés à l'habitant, je trouve que c'est epsilon par rapport aux… Alors là, par contre, oui, c'était annonciateur, on va dire, du départ. Donc, Lionel va revenir, il a été déconnecté. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce positionnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du CRT sur le tourisme bienveillant. Au niveau de l'OB, vous avez un lab sur le slow tourisme. Il y a également cette notion dont on avait discuté autour de l'empreinte sociale du tourisme. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu cette approche que vous avez sur l'empreinte sociale? Oui, tout à fait. En effet, c'est tout à fait cohérent avec ce que disait Lionel. On fait tous, en tout cas, on essaye tous d'avoir une empreinte positive, en tout cas environnementale, dans les conseils qu'on donne. Et quand vous parliez de confiance, c'est très important de voir que les gens ont besoin de cette confiance. Ils ont besoin d'une forme de leadership et de tiers de confiance locale pour déléguer cette partie confiance. C'est un soulagement pour eux. Donc, effectivement, sans aller jusqu'au label, il faut quand même apporter un discours qui est un tiers de confiance. Cette confiance, nous, on la met aussi dans les habitants également et le côté social, le côté mise en œuvre d'une vraie politique par exemple d'accompagnement des guides locaux. On a 350 guides bénévoles sur le territoire qu'on forme systématiquement à tous les événements patrimoniaux, que ce soit la statuaire, le vitrail ou d'autres événements qui ont lieu sur le territoire. Donc effectivement, ce lien social, il est extrêmement important pour l'expérience touristique. Mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que dans le Slow Tourisme Lab, ce qu'on essaye de faire, c'est de rentabiliser le slow tourisme. Le slow tourisme, tout le monde peut en faire. Il suffit de prendre son vélo, un sandwich, et on va faire du slow tourisme. Voilà. Mais le vrai sujet, c'est est-ce que ça peut être une économie rentable? Et pour que ce soit une économie rentable, il faut engendrer effectivement un lien social avec de l'économie sociale et solidaire la plupart du temps, parce que sinon, c'est pas rentable, on va pas se mentir. Mais il y a une forme de retour sur investissement, comme le disait Lionel, avec l'investissement que pourront avoir les habitants et peut-être les micro-jobs qui vont être générés. On a par exemple dans le Slow Tourisme Lab une entreprise qui fait une conciergerie locale et qui s'appuie sur des gens qui sont éloignés de l'emploi en leur fournissant des micro-jobs, en leur fournissant un petit contrat de travail pour la mise en œuvre d'une location de vacances, allumer la chaudière, faire les premières courses, faire les premiers repas, les cours de yoga, les visites en forêt. Voilà, donc tout ça, c'est effectivement rentabiliser une forme de tourisme rural qui est en déficit d'activité quand il n'est pas en déficit d'hébergement. Ok. Et sur Destination Nancy, alors qui est un tourisme plus urbain, notamment que les autres territoires précédents, qu'est-ce qui est fait, alors peut-être pas directement en termes de bienveillance, mais vis-à-vis des habitants, vis-à-vis de l'économie locale, sur la thématique environnementale, vous avez notamment été en avance sur la question des certifications, notamment l'ISO 20121. Vous vous positionnez également sur un tourisme responsable, c'est ça le terme? Oui, effectivement, c'est un engagement qui est mené depuis déjà plusieurs années, donc qui aboutit avec une première étape à l'été 2018 avec l'obtention de la certification ISO 20121, donc qui axe à la fois sur l'aspect écologique des déchets, du gaspillage, etc., mais aussi sur l'aspect humain. Et il y a une volonté, en tout cas au niveau de Destination Nancy, de valoriser beaucoup de petites structures, de petites entreprises qui sont donc des partenaires, que ce soit des traiteurs, que ce soit des petites activités. Donc, il y a une volonté vraiment d'accompagner l'économie locale. Le tourisme durable, c'est pas seulement l'écologie, c'est aussi l'emploi, une démarche sociétale, et donc de pouvoir intégrer ces
ces forces aussi du territoire, qui sont des forces humaines. On a aussi on est une région où l'artisanat aussi a un poids très fort. Donc le travail manuel est aussi valorisé à travers nos activités, nos prestations. Et donc, cette démarche de tourisme responsable va encore au-delà actuellement, puisque Nancy, à côté de 8 autres destinations, est engagée dans une démarche qui vise à créer une certification pour devenir, pas une certification, pardon, pour mettre en place la démarche de tourisme international responsable, donc qui a été initié il y a déjà plus d'un an. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on a cette crise sanitaire qui enclenche des actions de bienveillance, de tourisme durable, etc. Mais ce sont des démarches qui étaient déjà initiées finalement et qui sont en train d'être approfondies. Actuellement, on va aller. C'est bien de le préciser, on n'est pas que sur de l'opportunisme par rapport à une crise et un révélateur. Et c'est vrai qu'il y a différents niveaux, je pense, c'est bien expliqué. Il y a à la fois une vision qui peut être déployée sur ces sujets-là. Il y a également des positionnements, on va dire peut-être plus marketing en termes de positionnement de territoire. Et après, il y a vraiment des actions, des outils. Et justement, pour rentrer sur ces actions, alors des personnes s'interrogent sur les stratégies de communication pour inciter au tourisme de proximité. Et quelque part, je dirais, il n'y a pas que la com dans la vie, heureusement. Et d'ailleurs, Lionel, tu nous racontais justement ce qui était fait, vous, par rapport à des ventes privées pour les fans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui est mis en place au niveau de ce tourisme bienveillant? Alors, j'encourage effectivement à aller sur le site tourismebienveillant.org pour voir un certain nombre de choses, donc notamment le manifeste. Voilà. Un autre point, je vais insister avant de parler des fans, mais c'est le fonds de dotation pour un tourisme bienveillant. J'en parle d'autant plus volontiers que toutes les personnes qui participent à ce séminaire potentiellement peuvent avoir un intérêt à rejoindre ce fonds de dotation. C'est une grande nouveauté parce que le tourisme à la base n'est pas mécénable, contrairement à la culture, contrairement au sport, contrairement au patrimoine. Et donc, on a travaillé depuis plusieurs mois avec des juristes pour faire en sorte qu'un pan entier du tourisme puisse s'ouvrir à des politiques de mécénat vis-à-vis des acteurs privés. Et le choix qu'on a fait aussi par bienveillance, c'est de pas que ça ne soit pas le fonds de dotation, le fonds de mécénat de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais plutôt de créer une nouvelle structure qui sera un fonds de dotation pour un tourisme bienveillant qui est d'ampleur nationale et dans lequel ce soit institutionnel du tourisme, acteurs privés, acteurs politiques peuvent effectivement trouver un intérêt à rejoindre ce fonds de dotation qui va travailler sur des opérations d'intérêt général. Et on a vu aussi que la crise a été un révélateur d'une grande solidarité qu'on peut retrouver et qui font partie intégrante effectivement aussi de faire un tourisme autrement. Donc, une fois ceci dit, si j'en reviens effectivement aux ventes privées quelque part, c'est tout simplement la stratégie, c'est de faire en sorte que on a pratiquement 1 million de fans aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Ces fans aujourd'hui, on le voit par leur taux d'engagement. Je pense que la meilleure façon de les convertir en ambassadeurs de notre destination, c'est qu'ils la connaissent réellement, qu'ils la consomment réellement. Et donc, du coup, on leur fait des ventes quelque part exclusives avec des avantages. Ça peut être un avantage tarifaire, ça peut être un service plus pour les inciter à vivre la région et à la parcourir. Alors, la première vente, ça a donné 3 packages vendus. Et puis, la dernière, juste avant le Covid, ça a été 150 en 24 heures. Donc, c'est loin d'être négligeable et ça nous donne un certain nombre d'idées sur des produits qui vont être plus structurants. Et les ventes privées, c'est bien justement de diversifier un petit peu les destinations sur l'ensemble de la région. Voilà, il y a un enjeu qui est important et je me permets de rebondir là-dessus parce que pour ne pas opposer durabilité à croissance. Alors, je sais pas, Christophe, je ne sais pas si on avait prévu d'en parler après ou maintenant, mais c'est un débat en tant que tel. Mais en tout cas, nous, notre posture, c'est qu'on n'oppose pas ces notions-là. Notre notion de tourisme bienveillant, on le voit plutôt comme un avantage compétitif, comme un point de différenciation, plus qu'une manière défensive de répondre à un certain nombre d'objections ou de sujets que l'on peut traiter sur le tourisme en tant que tel. On en fait une pierre angulaire effectivement de notre stratégie et donc on n'oppose pas durabilité à croissance et effectivement on a des sources de croissance importantes
parce qu'on a un territoire qui est vaste, on a un territoire aujourd'hui qui est très hétérogène en termes de répartition de tourisme, d'une part, et puis même si on est un territoire qui a 2 grandes saisons, pour autant on a encore de la marge pour en faire 4 saisons. Donc, quelque part, c'est une stratégie spatio-temporelle qui consiste à mieux répartir les flux et donc, du coup, on peut en accueillir sans problème. Dernier point, c'est qu'on parle souvent de volume, on parle moins dans nos métiers de valeur. Quand on en parle, on a l'impression que tout de suite, c'est des stratégies d'aller chercher des gens qui ont davantage de moyens, donc monter en gamme les destinations. On peut travailler sur la valeur sans en faire une segmentation élitiste. Et donc, là aussi, il y a des enjeux importants. Ok. Et en effet, sur cette question on va dire de la diversification, ça peut se faire à la fois sur l'espace, ça peut se faire également dans le temps pour étaler. Est-ce que au niveau des territoires, il y a des choses qui sont justement expérimentées pour essayer d'étendre cette durée de visite, finalement des temps forts et beaucoup de temps faibles? Est-ce qu'au niveau de l'aube, par exemple, il y a des choses qui sont mises en place pour que l'activité soit plus continue sur l'ensemble de l'année? Oui, plusieurs choses. Alors d'abord, l'Aube, il faut le savoir, n'est pas un territoire qui est extrêmement saisonnier en termes de saisonnalité touristique. On a une zone qui concerne les grands lacs de la forêt d'Orient, qui est effectivement un peu plus saisonnière, parce que un peu plus tournée vers le camping et tout ce qui est habitat de plein air. Mais globalement, la saisonnalité, elle est assez répartie. Et puis, on a 50% de tourisme d'affaires. Donc ça, c'est à peu près toute l'année. Cependant, il y a un vrai sujet, effectivement, d'allongement de la durée de séjour, parce que vous savez qu'une recouche, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un primo-visiteur. Donc, cette année, par exemple, on est en train de favoriser l'allongement de la durée de séjour à travers, on offre des passes, par exemple, pour les gens qui viennent, donc des passes qui permettent de visiter sur 2-3 jours et à hauteur de 75 € de valeur de visite. C'est un des moyens d'allonger. Bon, il faut avouer que cette année, le contexte est vraiment pour nous, c'est-à-dire que les gens veulent rester en proximité et ils ont annulé ou reporté leurs vacances longue durée à distance. Donc là, en ce moment, on a des réservations d'Île-de-France ou de Belgique, d'hôtellerie sur une semaine, ça ne nous est jamais arrivé. On est plutôt sur une durée de séjour assez transitoire. On est sur 1,5 jours de durée de séjour moyenne, donc c'est extrêmement court. Donc, on est passé du city break au short break, ou en tout cas au moyen séjour. Moyen séjour sur durée d'une semaine. Vas-y, je te laisse terminer. Et puis, le deuxième point, mais ça, tout le monde en a conscience, je pense, c'est qu'il faut mettre à disposition du touriste sur Internet et sur réservation, enfin, en plateforme de réservation, les activités. Et ça, on a trop longtemps délégué ça. D'abord, on a délégué l'achat des réservations hôtelières au privé. Bon, ça, c'est fait, on va parvenir dessus. Mais les activités, il faut absolument qu'on s'en empare. Et nous, on a mis en place une marketplace. Alors, elle n'est pas exclusive, c'est-à-dire que les gens peuvent aussi se commercialiser ailleurs, mais on leur a offert l'outil, le Channel Manager pour les connaisseurs, qui leur permet de se commercialiser sur notre plateforme, sur notre marketplace, mais aussi ailleurs. Et je parle d'une heure de canoë, je parle d'un tour du LM, voilà, parce que ça, les activités, surtout cet été, il faut pouvoir les prévoir à l'avance. Sinon, on vient, on dort de nuit, on fait une randonnée et puis on repart. Et l'idée, c'est de former en effet les opérateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes commercialiser cette offre. Voilà. Et ça, c'est très difficile. Parce que nos opérateurs, ils ne sont pas du tout habitués à tenir un planning en ligne, à imaginer que les gens vont réserver à l'avance et vont venir avec un voucher. Ça, c'est pas ils ne sont pas encore là-dedans. On en parlera notamment sur la question du management dans les offices de tourisme et les organismes de gestion de destination. Sur Nancy également, il y a des choses qui sont réfléchies sur la diversification des séjours à la fois dans le temps, dans l'espace, pour mieux répartir les flux. Oui, bon, c'est vrai que tout comme l'Aube, on n'est pas non plus confronté à une saisonnalité très forte, puisque le tourisme urbain, on est sur du city break qui se développe dès les premiers beaux jours, des fin mars, début avril, alors jusqu'à fin octobre, et puis ça reprend au mois de décembre avec les fêtes de Saint-Nicolas, notamment très importantes chez nous, et puis aussi avec le tourisme d'affaires, on a une
de saisonnalité, même s'il y a des saisons bien sûr plus importantes que d'autres. Donc, sur l'année, on arrive à peu près à homogénéiser, on va dire, la fréquentation. Ce qui est plus difficile, effectivement, c'est de faire revenir les gens. Et là, parce là aussi, on est à la fois un tourisme de passage et aussi de city break, donc de courte durée. C'est pareil aussi, à peu près 1 jour et demi de durée de séjour. Mais ce qu'on a souhaité mettre en place l'année dernière, pour les touristes d'affaires, pour les faire revenir en tourisme de loisirs, donc c'est le fait qu'on offre un City Pass qui leur donne droit, bien sûr, ensuite à un certain nombre de gratuités, que ce soit dans les musées, visiter, réduction chez les partenaires. Donc, ça, c'est une manière de les inciter à revenir. Ce City Pass, là, vient d'être repensé dès le début d'année pour lui donner davantage de force. On va notamment le dématérialiser à partir du 1er juillet, ce qui permettra aussi de le vendre davantage en ligne. Et surtout, on a revu la politique tarifaire qui se fait plus attractive pour des séjours de 48 ou de 72 heures, de manière à les inciter à rester plus longtemps. Et ce qui va être également nouveau, c'est d'intégrer davantage de réductions chez les partenaires et notamment chez les hôteliers. Avec une réduction incluse dans le City Pass, qui les oblige, entre guillemets, du coup, à réserver directement auprès de l'hôtelier pour éviter effectivement ces grandes plateformes, sans en citer, qui une réservation néfaste pour l'économie des hôteliers. Donc, on accompagne nos partenaires aussi grâce à cette offre de City Pass. Ok, ouais, pour que ça soit directement avec les hôteliers. Alors, pour aller sur un autre thème, après celui du tourisme bienveillant, un chiffre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 96,5% des gens soutiennent le tourisme. Ce matin, dans la présentation de Copenhague, on avait 66% des habitants de Copenhague qui disaient qu'ils ne rencontraient pas de problème avec les touristes. Est-ce que, Lionel, tu peux nous expliquer un petit peu ce baromètre qui a été mis en place au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, avec plaisir. Donc, et c'est complètement lié au tourisme bienveillant, très clairement, puisque je disais tout à l'heure qu'on ne passait pas suffisamment de temps sur la compréhension effectivement du rôle que jouaient les habitants par rapport aux touristes, hormis, je dirais, les exemples qu'on a des greeters, etc., mais qui est epsilon par rapport à l'ensemble des habitants d'une région comme la nôtre où il y a 8 millions d'habitants. Donc, du coup, on a fait une étude avec TravelSat, qui est quelque part un baromètre d'acceptabilité du tourisme. Alors, c'est plus que ça. La question, c'était est-ce que vous êtes ambassadeur ou est-ce que vous êtes détracteur? Et à notre grande surprise, si je commence par le négatif, uniquement 3,5% des personnes vivant dans notre région sont tourismophobes. Ça veut dire qu'il y a un vrai rejet du tourisme. Et à l'inverse, donc bon, il peut y avoir une frange de personnes qui effectivement ne sont ni pour ni contre. Par contre, on a 78% des personnes qui appellent à la croissance du tourisme. Et c'est comme ça qu'ils le stipulent. C'est-à-dire que ce n'est même pas une acceptation du tourisme, c'est qu'ils en appellent à ce qu'on développe encore plus les activités. Alors pourquoi? C'est simple. La première, c'est que quand vous avez un secteur qui pèse pratiquement 9% du PIB régional, qui concerne 170 000 emplois, ça veut dire que chacun dans son entourage proche a quelqu'un qui dépend du tourisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils savent que c'est une industrie, effectivement, on le redit, sur les aspects de délocalisation, sur les aspects également que sa croissance s'accompagne automatiquement d'une croissance de création d'emplois, puisqu'effectivement, on est sur une industrie de services. Et puis, le troisième point qui est extrêmement important, c'est que les habitants ont conscience que bon nombre d'infrastructures qui sont mises à leur disposition, que ce soit des infrastructures routières, de mobilité, que ce soit des infrastructures ou des événements culturels en tant que tels, que ce soit un certain nombre de choses, les municipalités, les territoires peuvent le mettre en place grâce effectivement à l'impact économique du tourisme d'une part, mais également pour faire en sorte que ces infrastructures bénéficient au plus grand nombre. Et ça, ils en sont conscients. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a une appétence des gens. Et ça, c'est important qu'on se le dise, parce que les grands titres de médias qui, à grand renfort, vont parler effectivement d'over-tourisme en faisant une grande généralité sur l'ensemble des territoires et en pointant des épiphénomènes qui sont importants dans certaines villes, je ne dis pas l'inverse,
mais qui en font une espèce de grande généralité, ça suffit. Il faut se baser sur des chiffres, territoire par territoire. Il faut se baser sur des éléments. On peut avoir de l'overtourisme, nous, certains week-ends de chassés-croisés pour aller dans des stations de ski, mais c'est un épiphénomène par rapport à, je dirais, 365 jours d'activité sur notre territoire. Et donc, nous, en tant que professionnels, on se doit de rétablir une forme de vérité d'une part, et d'autre part, de potentiellement non seulement balayer une idée reçue, mais au contraire de dire que les habitants, en tout cas les nôtres, sont pro-tourisme et appellent à son développement. Mais quand on parle de développement, là aussi, soyons pas dans le stéréotype, il y a un développement raisonné et durable, et c'est pour ça que ça se combine et ça se conjugue avec notre vision du tourisme bienveillant. Oui, c'est une justement, sur cette question du soutien au tourisme, sur Nancy, vous avez un réseau de greeters qui avait été lancé. C'est-à-dire que les habitants, une manière de soutenir le tourisme, c'est justement d'accueillir. Comment ça se passe au niveau de ce réseau et comment il vit aujourd'hui? Alors effectivement, c'est la mise en place d'un réseau de greeters remonte à 2012. On était parmi les premières villes moyennes à mettre en place un réseau de greeters, et Mulhouse, et puis Nancy, et depuis beaucoup d'autres. Et ça, c'est vraiment une démarche très importante si on veut associer les habitants à l'accueil des touristes. Et ça a été une grande surprise. Certaines destinations ont parfois beaucoup de mal à mettre en place ces réseaux parce qu'ils ont assez peu d'habitants volontaires, de greeters. Or, nous, on a été surpris par un très grand nombre de sollicitations de gens qui voulaient devenir greeters. Donc ça, c'est une première surprise et ça montre que ici à Nancy, on a vraiment envie d'accueillir les touristes et de les accompagner dans leur démarche, parce que dans les greeters, il y a la notion d'accueil et la notion d'accompagnement. Donc c'est une balade réalisée par un habitant qui n'est pas un guide, qui n'est pas là pour apporter une connaissance sur la destination, mais qui est là pour parler de sa ville et qui est là pour échanger. Et ça, c'est un mot très important, c'est qu'il puisse y avoir un échange, c'est-à-dire que le greeter, il veut être greeter parce qu'il est fier de sa ville, il veut la présenter, mais parce qu'il a aussi envie finalement d'apprendre de l'autre, de la personne qu'il va rencontrer. Et puis le touriste, bien sûr, est content d'avoir un accompagnement pour l'aider à découvrir le territoire. On essaye aussi de sensibiliser les greeters à montrer des quartiers ou des sites moins connus que d'autres, même si ça reste difficile parce qu'il y a toujours cette demande des incontournables. Ces habitants, ces greeters sont sollicités pas uniquement d'ailleurs pour accueillir les visiteurs, puisque dans le cadre de projets, on peut nous, en tant que professionnels, les solliciter pour avoir un avis, pour tester des choses. Et ça, c'est très important. Leur avis est très important et ils sont vraiment engagés d'ailleurs. Ils sont vraiment demandeurs de participer à la construction du tourisme sur la destination. Et encore récemment, nous avons un site, la Villa Majorelle, un fleuron de l'Art Nouveau, qui vient d'ouvrir après des travaux, qui est dans un quartier résidentiel. Et lorsque ce site a été rouvert, les habitants du quartier ont été sollicités pour promouvoir ce site. Ils ont eu des visites en avant-première pour pouvoir renseigner les visiteurs sur ce site, parce que comme il est dans un quartier un peu excentré, il y a un peu de gens qui se perdent dans le quartier et souvent les habitants sont là pour guider les touristes vers ce site très prisé. Donc c'est un accompagnement très apprécié. C'est bien qu'ils se perdent en effet parfois. C'est justement des fois l'intérêt de l'application Waze de se perdre dans certains endroits. Et on a même des territoires qui l'utilisent d'ailleurs sur la régulation des flux. Je pense à la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui teste ce dispositif. Sur l'OB, au niveau des habitants, alors je sais que il y a notamment le cas des talents, et essayer de valoriser un petit peu les talents du territoire. Alors sans galvauder ce terme de talent, mais finalement de se dire il y a des talents sur ce territoire, essayons de les associer, on va dire, à des activités touristiques. Comment ça fonctionne, ces talents ? Oui, c'est ça. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a cette conciergerie rurale qui s'appelle Village et Talents, Moment, qui permet effectivement de recenser un peu les gens qui pourraient apporter quelque chose à un tourisme rural. Alors, on n'est pas dans le tourisme de massification, parce que là, au contraire, on est plutôt dans la survie des zones rurales
à travers le tourisme. Il y a quelqu'un qui posait la question d'ailleurs des meilleurs indicateurs pour comprendre si notre tourisme est durable. Et je pense que quand le tourisme se diffuse en zone rurale, quand il commence à se développer à des endroits où il n'aurait pas forcément pu se développer initialement, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que les habitants sont plutôt pro, ça veut dire que les politiques sont aussi en faveur du développement d'une économie touristique. Et je crois que c'est ça qu'on essaye de faire, c'est vraiment développer un tourisme de valeur. Un tourisme durable, bien sûr, mais un tourisme qui a une vraie valeur économique, une valeur humaine. Et donc, il y a cette identification de talent. Nous, on a 350 bénévoles aussi sur le territoire, j'en parlais tout à l'heure, sur lesquels on communique, sur lesquels on finance de la formation. Alors ça, c'est une vraie animation. Il faut vraiment être sur le terrain. En général, la moyenne d'âge est assez élevée. Donc, cette année, c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent absolument continuer à faire leur visite. Et nous, on est plutôt un peu craintifs par le risque qu'on est en train de leur faire prendre. Donc, c'est pas négligeable. Mais bon, globalement, je pense que je reviens sur la thématique vraiment de massification et comment on en arrive à cette implication des habitants. Je crois que le mauvais tourisme, c'est le tourisme qui n'est pas durable. C'est le tourisme où, finalement, les gens ont une mauvaise expérience du fait d'un trop-plein. Nous, on a le cas, par exemple, sur les soldes en magasins d'usine. Vous savez qu'on est la zone qui a le plus de magasins d'usine du fait qu'on était une des villes de l'histoire de la bonnetterie, c'était à Troyes, en grande partie, en tout cas, c'était la capitale de la bonnetterie. Et donc, on a gardé des magasins d'usine. 88 000 mètres carrés de magasins d'usine. Alors, au moment des soldes, c'est vraiment une très mauvaise expérience. Donc, on ne communique pas sur ces périodes-là et au contraire, on favorise l'accès dans des périodes un peu plus light, avec des personal shoppers, avec la réservation des places de parking. Mais pendant les soldes, on ne fait rien. Voilà. Donc, finalement, on communique à la fois sur ce qu'il y a finalement qui est intermédié par du personnel local, ce qui peut faire l'objet d'une meilleure expérience touristique, et puis tout ce qui est effectivement plus de temps, plus d'espace, plus de patrimoine. En fait, on équilibre. Hein, il y a quelqu'un dans le chat qui disait finalement, est-ce que là, ce n'est pas l'opportunité pour les zones rurales de rééquilibrer les spots? C'est vraiment notre rôle. En fait. Notre rôle, il n'est pas de promouvoir les tours Eiffel. Franchement, notre rôle… Elles le font toutes seules. Les tours Eiffel, elles n'ont pas besoin de nous. Notre rôle, il est d'équilibrer le tourisme sur le territoire. C'est cette notion d'équilibre. C'est que quand je disais à Lionel, on ne fera pas le débat en effet entre croissance et durabilité, mais c'est vrai qu'il y a… la réponse, c'est cette question d'équilibre entre les thématiques, et ce qui n'est pas le plus facile à trouver, l'équilibre, parce que par définition, il est instable. C'est un vrai choix, Christophe. Excuse-moi, je rebondis là-dessus. C'est un vrai choix. On va être très, très concret, très pragmatique. Ici, tous, je suis convaincu que toutes les personnes qui nous écoutent utilisent les réseaux sociaux à grand renfort de campagne, à grand renfort de communauté, etc. On les utilise également beaucoup. On est fiers de s'être hissé dans le top 3 avec Auvergne Tourisme et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme au niveau France en termes de destination. Et pour autant, potentiellement, il va falloir que je renie toute cette stratégie qui a été mise en place digitale, qui consiste effectivement à appuyer sur les best-sellers et donc du coup d'avoir une communauté qui augmente et un taux d'engagement qui augmente et donc je suis fier d'être en haut de classement. Mais le tourisme bienveillant, c'est potentiellement arrêter de faire ça et plutôt de faire ressortir ce qu'on vient de se dire, hein, les pépites, le hors-saison, etc., etc. Je vais perdre des fans, je vais perdre du taux d'engagement. Je vais être questionné par mes administrateurs et mes financeurs qui vont me dire Lionel, tu es beaucoup moins performant avec ton équipe, etc., etc. Et donc, du coup, quand on prône une vision, après, effectivement, il faut que ce soit suivi d'un certain nombre d'actes et il faut être en capacité de remettre en cause des recettes. Voilà. Donc, nous, on est en train de le faire. J'aime le mot transition. Je déteste les revers à… On passe du tout à rien, on se retourne à 180, donc je préfère, on est en train de le faire lentement et sûrement. Et pour l'instant, ça a l'air de payer parce qu'effectivement, en commençant à rediriger notre stratégie digitale plus vers ce qu'on vient de décrire, on conserve des résultats qui ne sont pas trop mauvais et on est en train de ressortir et nos fans approuvent maintenant qu'on sorte effectivement des endroits un peu méconnus. Voilà. Donc, tout ça pour dire que derrière les mots, il y a des choix et donc il y a des indicateurs de performance effectivement qu'il faut revisiter
Nous, aujourd'hui, on est en train d'en sortir une dizaine. Il y a des spécialistes pour ça. Il y a des gens très bien qui ont réfléchi sur la question et qui sont en mesure de tous nous aider pour sortir les nouveaux indicateurs qui feront la lecture des performances de notre territoire. Il y a en effet, pour répondre à une question là, qui est dans les top questions sur les stratégies de com, sans doute en effet quelque chose à repenser dans cette transition aussi sur les formes de communication par rapport à des visions, hein, par rapport à ces formes de tourisme différents. La communication doit également être différente. On va aborder un dernier thème, on reviendra après sur les questions. C'est le thème finalement du management. Vous êtes tous à des échelles territoriales différentes, métropolitaines, départementales, régionales. Qu'est-ce qui va changer dans le management de vos organismes qui gèrent des destinations à la suite de cette crise du Covid-19, sur du court terme, sur du moyen terme? Quels sont les grands changements que vous envisagez d'opérer dans vos organismes? Peut-être Christelle, pour commencer sur l'échelon départemental. Merci, oui. Alors, c'est vrai que nous, ça a été une très belle expérience, malheureusement, hein, pour d'autres. J'ai conscience de dire des choses un peu choquantes, mais on était tous les matins en visio, bien sûr avec notre équipe du comité départemental du tourisme, mais aussi avec tous les offices de tourisme. Et ça nous a soudés. Et aujourd'hui, plus que jamais, on avait déjà cette ambition avant, mais on est le réseau unique à guichet multiple. C'est-à-dire que pour un client lambda, et je dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'offices et d'institutionnels en ligne. Pour un client lambda, il ne fait absolument pas la différence entre un office, un CDT, un CRT et même pas une agence d'attractivité et même pas l'État en général. Tout ça, ce sont des organismes qui vivent de leurs impôts et ils attendent un retour. Et quand on pose la question à qui que ce soit d'un de ces organismes, on s'attend à avoir une réponse. On ne s'attend pas à ce qu'on nous dise « Ah ben c'est pas moi, c'est l'autre, parce que vous comprenez, c'est comme ça, le tourisme, il y a des couches, et puis moi, j'en suis pas responsable. » Non, on est responsable de tout. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et cette crise, elle nous a montré qu'avec des outils, bien sûr, mais aussi avec la nécessité de servir à quelque chose, parce que quand même, là, on devait être en première ligne, eh bien, on peut ensemble faire des grandes choses. Et nous, on a mis en place des choses incroyables, des choses qui sont absolument pas touristiques. On a mis en place une plateforme pour sauver les petits producteurs. Mais pourquoi? Parce qu'on était les seuls à avoir les datas. Et que ces datas, on avait les outils. En quelques jours, on a pu mettre en ligne des petits producteurs avec tout un système de livraison à partir des camions presse. Ça a coûté presque zéro. Mais simplement, ça, c'est de la coordination. Donc, je pense qu'en termes de management, bien sûr, il y a l'agilité du management. Nous, on holacratie au niveau du CDT. Déjà depuis 4 ans. On est ISO 20121 depuis 2014. Bon, vous êtes certifié. On est certifié depuis 2014. Je crois qu'on était le premier bureau des congrès et CDT à être certifié. Mais peu importe ça, ce sont des labels, ce sont des niveaux à atteindre. Après, la vraie question, c'est quoi? C'est que l'ISO 21, c'est un processus d'amélioration. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, ça veut dire qu'on est capable de faire remonter ce qui vient du terrain, ce qui pose problème, et de mettre en place des actions correctives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'holacratie. L'holacratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui dans la structure est responsable de la stratégie. On partage la même stratégie et tout le monde, chez nous, au CDT de l'Aube, moi je suis la directrice, mais en fait, je suis juste le coordinateur. N'importe qui demain du CDT pourrait intervenir en disant, nous, au CDT, on fait ça. Et si vous me posez la question, eh bien, je pense qu'on va faire ça. Notre stratégie, c'est ça. Et ça, c'est très important. Parce qu'on vit encore dans cette logique, excusez-moi, mais nous, moi, quand je suis arrivée dans cette structure, c'était un peu la logique du fonctionnariat. Hein. C'était, oh là là, tant que c'est pas, on ne fait pas. Et bien maintenant, si. On a une stratégie, elle est partie et on y va. Et troisièmement, la collaboration. Et ça, donc, nous, au niveau national, on a un réseau maintenant qui s'appelle ADN, qui fédère les offices, les CDT et les CRT. Ben, notre ambition, nous, c'est de monter un ADN local. Voilà. Et c'est finalement, à chaque numéro de téléphone de point d'entrée, avoir la réponse sur l'ensemble de l'offre. Quels que soient les échelons territoriaux concernés. Et on a pas mal parlé de data aussi ce matin. En Lyon Tourisme, avec Camille Lenoble, parlait du recrutement d'un data analyst. Lionel, au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, vous avez également une stratégie forte sur la question des data à travers le réseau Apidae. Tout à fait.
Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir des soucis techniques là. Donc, si vous m'entendez bien, c'est tant mieux. Donc, le paradoxe de la situation, c'est que on hébergeait, on animait, on hébergeait et même on payait l'équipe Happydae jusqu'au 1er avril. Et donc, on a fait le choix, effectivement, de faire en sorte que Happydae Tourisme devienne une entité à part entière, donc une société Happydae, en effet, alors je pense que Lionel reviendra en attendant peut-être avec Vincent. Au niveau de destination de Nancy, en termes de management sur une métropole, quelles sont justement les nouveautés auxquelles on réfléchit en termes de management à la suite de cette crise, mais également voilà, sur les nouvelles formes d'évolution du tourisme? Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on sent davantage de solidarité, en tout cas entre les différentes structures touristiques, à différents échelons d'ailleurs, que ce soit avec le Meurthe-et-Moselle Tourisme, avec la grande région, etc. Donc, il y a eu un certain nombre d'actions de mise en place là, dès le début du confinement, avec voilà, les différents territoires qui partageaient en fait des vidéos des autres destinations de la région Grand Est. Donc, ça, j'ai l'impression que c'est une évolution plutôt positive. Pas complètement nouvelle, mais une collaboration plus approfondie, en tout cas une solidarité entre les destinations, de se partager, de partager des éléments de ce n'est pas forcément notre propre territoire. Là, je trouve ça vraiment plutôt. Il y a les effets positifs sur la collaboration de cette crise, du coup. Et on a récupéré Lionel. Ça a coupé au moment justement ce qui avait été fait à partir du 1er avril sur le réseau Happydae. Donc depuis le 1er avril, Happydae est devenue une société à part entière, donc une société coopérative d'intérêt collectif, et donc qui est une forme juridique, pour rebondir sur ce que disait Christelle, qui est une des formes juridiques les plus abouties pour, je dirais, gérer ensemble un bien commun, quel que soit, je dirais, le montant de participation au sens financier du terme que vous avez dans cet écosystème en tant que tel. Alors, ça peut paraître paradoxal à l'heure où la donnée est aussi importante, c'est paradoxal de se libérer de quelque chose qui a été créé au sein de Rhône-Alpes au démarrage et ensuite qui a été repris par la région sud, notamment Île-de-France et d'autres territoires qui s'intéressent au sujet. C'est pas paradoxal parce que, en fin de compte, on est en train de créer un nouveau poste, donc de Customer Data Officer, qui est entre le marketing pur et la donnée. Voilà, c'est pas complètement un data officer, mais c'est pas non plus un responsable marketing. C'est un modèle un peu hybride. L'idée étant effectivement non plus d'être concentré sur la gestion du système en tant que tel, mais plutôt sur la finalité, donc sur la capacité à créer des nouveaux services issus de la donnée. Voilà. Et ça, on l'a vu au travers de la crise Covid, on en parlait. Happydae, comme Data Tourisme, ont permis effectivement en temps réel de connaître les offres touristiques effectivement qui mettent en place les précautions sanitaires. Donc, d'un coup, on s'est de nouveau rendu compte de l'agilité de ce type de service. Voilà, nous, on a des projets, on réfléchit à des projets qui vont pouvoir s'appuyer sur cette data pour créer de la valeur au sein de l'écosystème tourisme de notre région. Ok, sur la création de valeur pour la data. Alors, on va passer aux questions. Alors, il y en a quelques-unes. Je crois que Christelle a à peu près répondu à toutes les questions. Merci, Christelle. Je ne savais pas. C'est la modératrice de chat. Si on avait le temps, alors… C'est très bien, comme ça donne des réponses. Alors, il y avait une question qui revenait, alors, justement sur cette question des territoires qui se mettent ou qui vont se mettre un peu tous au tourisme bienveillant, au tourisme responsable, au slow tourisme, en disant finalement, voilà, si tout le monde se met dans ces positionnements-là, comment est-ce qu'on va être différent des autres territoires si finalement tout le monde s'y met? Est-ce que c'est une vraie réflexion? Dire finalement comment est-ce qu'on peut creuser encore plus la différenciation? Ou au final, on se dit, c'est très bien si tout le monde se positionne ainsi. Christelle, peut-être, qu'est-ce que tu en penses ça fait longtemps que vous êtes sur le slow tourisme, vous étiez peut-être dans les premiers. Oui, c'était assez drôle d'ailleurs parce que quand on a dit ça, en fait, on l'a dit parce qu'on a monté un incubateur et on se rendait compte que tout ce qui sortait du Welcome City Lab n'était pas du tout adapté chez nous. Et c'était une manière de dire, mais chez nous, on veut des choses qui fonctionnent en déconnecté, qui fonctionnent quand il y a relativement peu d'offres. Mais ce que j'ai répondu sur le chat, et je pense que, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais
Mais je pense que le slow tourisme, c'est pas une première raison de venir, c'est pas ça qui va faire la concurrence. C'est pas un label, c'est une manière de consommer. Mais ce qui va faire venir, c'est l'offre. Donc, quand on va proposer une randonnée accompagnée avec un guide nature, ça va être du slow tourisme. Et le fait de dire, là, vous aurez une expérience de slow tourisme, les gens comprennent, ou en tout cas ceux qui comprennent le terme, parce que j'ai encore la presse locale qui traduit ça par tourisme lent. Alors, le slow tourisme n'est pas du tourisme lent, c'est du tourisme où on prend le temps. Voilà. Et j'ajoute… Ah oui, et c'est compliqué. Alors, le tourisme où on prend le temps, c'est le tourisme où on prend le temps des gens, c'est le tourisme où on prend le temps de l'espace, le temps de revenir à la nature, le temps d'apprécier ses racines, hein, parce que nous sommes quand même en France le lieu des racines d'une grande partie du monde occidental. Nous, on a par exemple chez nous du tourisme généalogique, des Canadiens qui viennent rechercher leurs ancêtres. Bon, bah ça, c'est du slow tourisme. Donc, je crois que tout ça, ça peut largement être partagé. Le vrai sujet, parce que j'ai assisté évidemment, j'ai été à beaucoup de colloques sur le slow tourisme, c'est quand on fait une politique publique sur le slow tourisme, il faut aussi faire une politique économique. Oui, parce que si on fait la promotion, j'aime beaucoup la petite chambre d'hôte de Madame Michu perdue au milieu de la montagne, mais c'est pas ça, ça nécessite pas d'argent public. Hein. Oui. Donc, l'argent public, il doit être sur la structuration de tout ça. Ça rejoint une question, alors c'était Marc Thébault qui posait la question, disait est-ce qu'on peut faire un tourisme bienveillant de masse? Alors bon, derrière l'idée de masse, hein, c'est dire rentable, voilà, qui bénéficie à de nombreux acteurs. Et en effet, c'est une question qui se pose. Alors sur la traduction slow tourisme, ça me faisait penser, hein, si on avait traduit Only Lyon par seulement Lyon, c'est vrai que ça n'aurait pas fait pareil au niveau de la marque, je pense. C'était la petite boutade sur le slow tourisme. Mais est-ce que toi, Lionel, c'est pas plutôt un état d'esprit là, que vous mettez sur l'ensemble de la région avec cette bienveillance et cette vision, et finalement de se dire le touriste sait qu'en venant sur cette région, il y a globalement un état d'esprit qui est autour de cette bienveillance. Alors, il y a l'état d'esprit, mais ça va quand même plus loin, parce qu'après, il faut être sur un marketing de la preuve. Je pense qu'effectivement, on peut vite être caricatural sur ces éléments-là. Alors là, on vient de parler du slow tourisme. Moi, fut un temps, on me parlait, mais alors, tu veux que ce soit une destination de type écotourisme? C'est-à-dire, non, ce n'est pas de l'écotourisme. On peut faire du tourisme bienveillant en allant, comme ça, je vais donner presque un contre-exemple du tourisme, slow tourisme, non pas au sens lent du terme, mais prendre le temps, effectivement, aux nuits sonores où il y a 150 000 personnes qui viennent de partout de l'Europe. Et pour autant, on peut avoir beaucoup de bienveillance dans ce genre de lieux, qui sont des lieux extrêmement dynamiques. Donc moi, je ne veux pas donner l'image d'une destination uniquement paisible, proche des petites fleurs, etc., etc. Je veux être caricatural à l'inverse. L'idée, c'est pas faire de l'écotourisme non plus. La bienveillance, avec au-delà du discours, avec des choses extrêmement concrètes, ça peut s'appliquer dans n'importe quel type de tourisme qu'on souhaite développer. Développer une économie circulaire adaptée au tourisme, le gaspillage alimentaire, s'alimenter auprès des artisans de proximité, etc., etc. Ben, tout ça, ça peut être dans une grosse fiesta, dans la fête des Lumières de Lyon ou je ne sais où. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça qu'ensuite, tous les acteurs doivent comprendre cette notion et pouvoir la réadapter en fonction de la typologie de tourisme qu'ils souhaitent développer. Il faut rester un peu sur du sur-mesure, hein, sur cette idée. Alors, ça rejoint aussi une question là, sur la proximité qui est revenue. Alors, sur les stratégies de communication, Christelle a expliqué. C'est vrai qu'il y a aussi des offres, hein, qui sont mises en place, pas seulement de la communication. Sur Nancy, vous disiez voilà, que vous n'allez quand même pas tout miser sur la proximité parce qu'il y a quand même des clientèles internationales qui étaient recherchées. Donc, ça veut dire que vous allez quand même rester sur aussi une recherche de clientèle internationale et pas uniquement vous concentrer sur la région Grand Est. On va bien sûr pas tourner le dos à des clientèles qui s'intéressaient déjà à nous et on va continuer notre travail au-delà à destination des destinations lointaines. Alors il est évident bien sûr donc notamment cet été et même cette année on va communiquer davantage sur une clientèle du Grand Est, parisienne, de régions frontalières, mais on va pas non plus marquer un virage à 180 degrés et dire maintenant le Japon, l'Amérique du Nord, c'est terminé, on n'en veut plus. Donc voilà, ce sont différentes phases. Là, on réadapte un petit peu et on
qui est peut-être un peu plus localement là pour cet été, mais de par aussi l'essence du tourisme à Nancy, on est une ville universitaire avec beaucoup d'étudiants qui arrivent au cours de qui cherchent à s'installer, on a une très grosse force universitaire avec des étudiants qui viennent. Il y a plus d'étudiants en fait qui viennent de l'extérieur du territoire que d'étudiants locaux. Donc, des gens qui viennent s'installer avec leur famille, qui viennent avec des amis et qui vont faire du tourisme en même temps. Donc, ces clientèles-là, on les aura comme tous les ans, bien entendu, et avec un peu, bien entendu. C'est les clientèles qui comptent. Sur l'Aube, Christelle, vous disiez 200 km, c'est ça, du coup, la proximité, enfin, un petit peu les champs de proximité? En fait, on a fait notre étude justement sur ce périmètre-là, 2 heures de 100 km. En fait, on est entre l'excursion et la nuitée à ce niveau-là. Disons que nous, on a la chance aussi d'être à 200 km de Paris, donc on a un bassin quand même de chalandise à 200 km qui est déjà très bien. Et cet été, il fallait concentrer. Et on se rend compte qu'en faisant de la communication sur ce public-là, on atteint aussi des publics qui n'avaient pas forcément décidé de bouger et qui se disent « Ah oui, c'est pas si loin, je peux peut-être y aller quand même. » Voilà, donc c'est un peu l'idée, oui. C'était pour répondre à cette question sur les stratégies de communication et les sites de la proximité. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. On a passé 1 heure ensemble. Je vais rapidement retenir quelques éléments qui étaient sur des points d'inspiration. Alors, il y a le manifeste sur la bienveillance dont on a parlé. Enfin, il y a pas mal de choses, je pense, qui peuvent inspirer les personnes qui ont regardé ce séminaire pour donner des idées pour d'autres territoires. On a également parlé de ce Pass Visit for Good, la thématique justement des villages et talents sur l'exploitation des locaux, les associer à ces démarches. L'enquête qui est menée par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme sur le soutien au tourisme par les habitants. Également sur la norme ISO 20121. Alors je pense que beaucoup de personnes connaissent, mais c'est vrai qu'elle vient également se greffer à une réflexion qui est menée sur les destinations responsables, avec France Congrès événements notamment. Et enfin, la partie métier, c'est vrai qu'on a parlé de data analyst, de customer data officer, donc sur différentes pistes et différentes inspirations qui, j'espère, aideront les territoires à gérer cette transition autour du Covid-19. Mais vous avez compris que le sujet ne portait pas que sur le Covid-19, parce qu'on se projette également sur le tourisme à moyen terme, et que une grande partie du tourisme à moyen terme dépend également du tourisme comme on le faisait avant. Et alors, énormément de territoires qui avaient déjà engagé ces démarches. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Vincent. Merci Christine. Merci beaucoup Lionel pour ta participation un peu… Ouais, voilà, c'est le va-et-vient. C'est le va-et-vient, je suis désolé. Tu es revenu à chaque fois au bon moment. Et je vous donne rendez-vous demain. Demain, on aura la 3e journée du Place Marketing Forum qui s'invite chez vous. Demain, on parlera des grands projets. On commencera avec le président de la métropole de Grenoble, M. Ferrari, et on discutera énormément de ces sujets également de transition environnementale, mais là plutôt à l'échelle des métropoles. On aura également le cas de la cité fertile qui sera présenté dans les best practices. Et l'après-midi, on aura également une table ronde qui sera orientée sur les grands projets métropolitains. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous.